Alors on va aborder la dernière partie de cette réunion avec l'approche thérapeutique. Voilà, l'approche thérapeutique qui, aujourd'hui, on a vu, n'est pas forcément simple. C'est une approche qui est d'abord la pathologie pelvipérinéale a été relativement lente parce que la première observation remonte à 1850, comme on l'a vu. Le lien entre les varices pelviennes et un siècle plus tard et les douleurs pelviennes. Et puis c'est qu'en 1980 que le premier geste thérapeutique à visée symptomatique a été fait par une ligature de la veine ovarienne gauche qui a donné des bons résultats. Et ensuite, la première embolisation, elle, ne date que de 1993. C'est énorme 1993 parce qu'on disposait des coils depuis les années 70 ou 75. Les embolisations des anévrismes intracrâniens dataient de bien avant 1993, mais c'est que bien plus tard qu'on a utilisé ce matériel thérapeutique pour cette pathologie. Alors, donc, comme on l'a vu, comme on l'a vu en début, donc il y a deux tableaux qui sont bien différents sur le plan clinique et sur le plan du traitement endovasculaire, on a également deux situations qui sont différentes. Parce que autant la congestion pelvienne est habituellement liée à une incontinence des veines ovariennes, quelquefois s'accompagnant d'un reflux vers la veine contralatérale ou vers la veine iliaque interne, le traitement endovasculaire par embolisation unilatérale ou bilatérale est satisfaisant. Les techniques sont très hétérogènes. Les façons de travailler sont hétérogènes, mais globalement, quand on fait une revue de la série de la littérature, on s'approche de 80% d'amélioration, ce qui est tout à fait honorable. En revanche, quand il y a une intrication entre l'incontinence des veines ovariennes et l'existence de varices au niveau des membres inférieurs par le biais d'une incontinence pelvipérinéale, on sait que la prise en charge est fondamentale de ces varices, sinon, on l'a vu tout à l'heure, les varices des membres inférieurs risquent de récidiver. Si on n'a pas résolu le problème de reflux. Mais là, les résultats sont très variables parce que les modalités d'embolisation sont différentes et il y a bien souvent la nécessité de revenir, de faire des compléments d'embolisation. Et c'est ce qui nous est arrivé, nous, au début de notre collaboration. C'est ce qui nous a forcé à faire et aidé à inciter à faire ce travail. Alors, bien évidemment, on n'est pas les seuls à avoir des résultats intermédiaires et pas mal d'autres solutions thérapeutiques ont été recherchées, médicales par un complément de sclérose, chirurgicales par des mini-phlébectomies ciblées, et puis autres par des techniques de médecine alternative que j'ai trouvées. J'ai voulu vous montrer ça, je trouvais que c'était amusant. Donc, voilà. Donc, en fait, on est dans un carrefour où on a une expression clinique qui est variable, on a des territoires anatomiques qui sont complexes, et on a pris le parti d'essayer de décortiquer ces différentes étapes pour avoir une stratégie thérapeutique un petit peu uniciste. Alors, la première des choses, c'est de différencier deux types de mécanismes de reflux. Le reflux, simple, parce qu'une veine est avalvulée, donc incompétente, donc elle va refluer lors du Valsalva, et puis un reflux qui est lié à la constitution de communication anormale entre deux territoires anatomiques différents qui normalement ne doivent pas communiquer. Et donc, j'utilise pour ce type de deuxième reflux le mot de shunt, parce que c'est ce que veut dire. Mais bon, globalement, on peut essayer d'adopter ce concept dans le problème de l'insuffisance veineuse pelvipérinéale. Donc, reflux et shunt. Le principe thérapeutique, c'est que le reflux, bien entendu, il faut essayer de le supprimer. Il est assez facile à identifier. Les shunts, c'est beaucoup plus compliqué, c'est ces connexions anatomiques complexes. Et le problème, c'est que autant le reflux, on peut être exhaustif, autant le shunt, si on ne l'est pas, on s'expose à des problèmes de récidive. Donc il faut supprimer les deux modalités de communication pathologique anormales, mais il faut aussi essayer de ne pas tout supprimer parce qu'il est quand même relativement indispensable de conserver des voies de drainage pour notamment respecter les axes vicariants, pour respecter donc le drainage veineux viscéral. Alors, la chose la plus simple, c'est le reflux ovarien. Le reflux ovarien qu'on aborde dans la congestion pelvienne pure, eh bien, donc on a une ou les deux veines ovariennes concernées, c'est pas toujours les deux. Donc, quand ce ne sont pas les deux, personnellement, je préfère ne pas emboliser celle qui n'est pas pathologique et qui reste correctement valvulée.
Mais quand elles sont compliquées, comme il s'agit d'un reflux, la stratégie d'embolisation est relativement simple. Il suffit de remplacer la valve qui n'est pas fonctionnelle et par une embolisation tronculaire, quel que soit l'agent. En général, on utilise des coils à largage contrôlé, ce qui permet d'être précis et d'éviter les complications emboliques. Donc ça, c'est la situation la plus simple. Un reflux par avalvulation, une embolisation tronculaire. Évidemment, le plus loin possible pour supprimer les voies de reperméation. Donc là, c'est un exemple de veine ovarienne comme nous l'a montré Laurent. Quand on le pacifie ici, on a un reflux. On arrive dans le bassin, on a une communication rétrograde de cette veine, une communication par les anastomoses coronales. On bouche avec un matériel d'embolisation et quand on opacifie, après avoir bouché, le reflux disparaît et on a protégé le réseau veineux périutérin. Alors, au niveau des veines ovariennes, c'est simple. Au niveau du pelvis, grâce à l'anatomie que nous a rappelé Olivier, ça devient un peu plus complexe. Parce qu'on a des veines obturatrices, des veines viscérales, des veines pariétales. Et donc, le plus simple, c'est d'essayer de dissocier ces différents territoires. On a choisi de dissocier 3 territoires. Un territoire antérieur, qui est constitué par la veine du ligament rond, qui va refluer par un réseau variqueux au-dessus de l'arcade rurale, puis par des veines susinguinales. Un territoire postérieur qui est constitué par les veines pudendales, par les veines glutéales supérieures et inférieures, donc ces 2 territoires, et puis ce carrefour communicant qui est cette veine pudendale interne. Donc là, on est dans 2 situations différentes. On a un reflux antérieur avec une veine qui va se drainer vers un réseau de type terminal. Pareil, vers les veines glutéales postérieures, qui sont des veines normalement valvulées, qui vont se drainer vers un réseau veineux superficiel de type terminal. En revanche, la veine pudendale interne, elle, comme nous l'a montré Olivier, elle constitue un carrefour communicant avec un réseau qui est plexiforme. Donc, quand on est dans le cadre de veines de type qui se drainent vers un réseau terminal, on va réagir comme pour la veine ovarienne. On va les emboliser de façon tronculaire, peu importe que ce soit des coils, peu importe que ce soit l'onyx, mais l'onyx ne doit pas aller trop loin parce qu'après on va aller sur la peau. C'est un produit qui est noir et qui risque de tatouer la peau. Donc il faut qu'on soit tronculaire et relativement proximal. S'il reste des veines superficielles apparentes gênantes, eh bien, il suffira de les scléroser. Donc là vous avez un exemple, comme on l'a vu, de veine du ligament rond. Donc c'est une veine qui part du corps utérin. On peut très bien y accéder quand la veine ovarienne est incontinente, en la cathétérisant jusqu'ici, et puis l'emboliser à partir d'ici. Là, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, enfin bon. Donc voilà une autre veine du ligament rond. Elle a un trajet anatomique tout à fait typique. On a des veines qui sont ici superficielles, qui sont inguinales, sous-cutanées. Le cathéter arrive, donc on descend dans la veine ovarienne, on passe le long du bord gauche de l'utérus, on arrive ici, on est au niveau de l'arcade de l'anneau inguinal en fait, et puis on le bouche avec le matériel d'embolisation. Les veines lutéales, on les considère également comme des veines de type terminal qui sont avalvulées, elles deviennent incontinentes parce que les valvules ne sont plus compétentes et elles se drainent vers les veines que nous a montrées tout à l'heure Valérie, donc des veines superficielles, postéro-externes, postérieures, mais ce n'est pas un réseau communicant, c'est un réseau terminal. Et donc là, plutôt que de prendre un produit polymérisant qui aille bien loin, il suffit de fermer cette valvule parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, les veines superficielles apparentes, il faudra les prendre en charge sur le plan thérapeutique secondairement. Donc là, on les classifie dans une communication de type terminal et donc on fait une embolisation tronculaire. Alors voici un exemple relativement simple. Vous avez un réseau, comme on l'a vu, de veines glutéales inférieures qui se drainent vers des veines péritrocantériennes. Nous mettons des coils à l'intérieur, on fait une oblitération et en général ça suffit pour affaisser le réseau d'aval. Alors donc là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la prise en charge du réseau veineux pudendal interne, parce que maintenant nous bénéficions de solutions thérapeutiques qui nous permettent de les traiter de façon plus complexe. Alors on a un reflux de cette veine pudendale interne qui peut se faire vers la partie antérieure, donc vers les veines. La pile ne marche plus. Enfin, vers la veine obturatrice, et puis après, à partir du trou obturateur, recommuniquer vers le réseau veineux saphène. On peut avoir des veines qui sont transpérinéales et qui refluent soit vers la saphène en avant, soit vers des veines périnéales et vers la face postérieure de cuisse. La veine pudendale peut être continente
donc quelquefois très très difficile à cathétériser, et elle peut être incontinente. C'est-à-dire que là, on change de domaine où on se dit, on fait une phlébographie, on voit une veine qui est pathologique, on rentre en bouche. Non, elle peut être parfaitement continente et on peut avoir en dessous des varices qui alimentent les varices devant inférieures. Et là, qu'est-ce qui nous permet de contourner cette source d'erreur? Ben, c'est le Doppler dont vous nous faites bénéficier. Parce que quand vous nous dites il y a une varicosité médiale, une varicosité antérieure, on sait qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et même si on a un échec de cathétérisme de cette veine, eh bien on va aborder, on va chercher à pénétrer ce réseau pudendal par n'importe quel accès, puisque tout est communicant. L'essentiel, c'est d'arriver là. Donc on reprend le schéma de la vue périnéale qu'avait donc élaboré à l'origine Franceschi. Et voici un petit peu comment ça se passe vu du dessous. On a cette veine pudendale qui part de la face postérieure, de la conclusion, qui va cheminer d'arrière en avant en donnant des branches vulvaires, des branches clitoridiennes et des branches qui communiquent avec la région vésicale. Mais celle-ci communique avec la droite, celle-ci peut communiquer, on l'a vu, avec un cercle anastomotique avec la veine utéro-ovarienne, c'est-à-dire que si on fait une embolisation qui ne touche que la veine dans cette partie ou dans cette partie, on est quasiment certain d'avoir un réseau veineux obturateur, homolatéral ou contralatéral, puisqu'on a des possibilités de connexion croisée qui va reprendre en charge et qui va laisser pérenniser ce reflux pathologique au niveau des membres inférieurs. Et donc c'est là où cette notion anatomique, qu'on connaît bien mieux que depuis quelques années, et qui en fait remonte à très très longtemps, parce que, vous voyez, ce papier date de 1953. C'est 1953, à l'époque, le cathétérisme était balbutiant, et donc on faisait des phlébographies pelviennes par ponction directe de veines utérines ou de veines clitoridiennes. Et on voyait déjà en 1953, ça, et ben ça c'est le réseau veineux pudendal, obturateur et pudendal. Donc là, on voyait déjà dès 1953 que tout était communicant, tout était plexiforme. Vous imaginez bien que si on bouge qu'un seul des axes, à ce moment-là, eh bien, le problème de reflux ne va pas être résolu. Donc, là, on va rentrer dans les quelques exemples d'embolisation de veines pudendales. Et ça, le premier exemple qui est intéressant, parce que c'est des qu'on faisait qu'il ne faut plus faire. On a une veine pudendale qui est facile de cathétérisme. Elle est dilatée, elle est dysplasique. On voit que quand on en passe ici, on a un reflux dans un réseau veineux. Et puis ici, ça c'est la veine obturatrice. Vous croyez sur parole, on est dans le cercle obturatoire, on a l'obturatrice. Voilà, ça c'est ça qu'il ne faut plus faire. C'est-à-dire, on descend, on met des cols ici, on n'a plus de reflux, on est content. Et puis après, on va revoir une veine périphonique ou une veine caradienne, sinon on est toujours la veine. Bien sûr, c'est l'obturatrice qui va arriver. Soit l'obturatrice homolatéral, soit la contralatérale. Donc, on ne considère pas tout le reste qu'il faut traiter, un territoire à traiter, c'est deux territoires qui sont pudendales, et on va pas chercher une oblitération tronculaire à l'aide de colle, on va chercher une oblitération avec un agent polymérisant qui va mouler tout ça, et c'est pour ça que nous avons maintenant la possibilité d'utiliser le NIC, qui est un produit qui n'est pas tout neuf, mais qui est un produit polymérisant, qui est désormais accessible à ce type d'indication, et qui va nous permettre de rentrer dans ce territoire et de l'exclure de façon la plus complète possible. De respecter le réseau veineux qui n'est pas pathologique. Donc, voici un exemple. Là encore, on retrouve des images un peu trop noires. Enfin, ce sont ici, on est de part et d'autre au niveau symphysaire, de part et d'autre des trous obturateurs, on a des varices. Ici, ce sont des varices de IRM forcément avec le repos. On est ici donc dans le cadre de varices qui ont été embolisées, de varices utéro-ovariennes qui ont été embolisées, de varices ovariennes qui ont été embolisées. Le résultat est assez intéressant en coupe coronale, en reconstruction coronale. Donc on a toujours des varices pudendales qui sont là, qui viennent communiquer et opacifier ces varices de face interne des tissus. Cette image-ci, on trouve en scanner de reconstruction en épaississant les coupes, en mix, nous permet de voir
la connexion entre ces varices qui refluent, qui sont là, et puis le plancher périnéal, et puis le départ des activités de face interne. Donc là, on sait que c'est ces territoires-là qui sont. Et donc, on revient vers l'imagerie, donc cette fois-ci par catégorie. Peu importe qu'on aborde le territoire par la veine obturatrice qui est là, ou par la veine pudendale, les deux ici sont communicants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un seul cathéter, on aborde et on peut croiser la ligne médiane, aller de droite à gauche, si les communications anatomotiques-coronales sont suffisamment ouvertes. Et à partir du moment où on a un réseau qui est pathologique, eh bien on commence à injecter ce produit polymérisant qui est ce qu'on voit en noir. Et vous voyez qu'ici, ça c'est le matériel d'embolisation. Avec un seul cathéter, avec un seul cathétérisme, on arrive à fermer à la fois la communication obturatrice, la communication pudendale interne, et puis après refluer éventuellement en arrière vers les réseaux veineux hémorroïdaux. Un autre exemple de varices qui sont assez importantes, c'est rétrosymphysaire, avec des communications. Là, on a une veine latérale. La communication périnéale qu'on va faire bien ici. Le cercle que vous reconnaissez maintenant de façon assez, qui est relativement classique. Et ici, c'est le matériel d'embolisation qui va louer tout le plexus antéro-postérieur et droite-gauche. Là encore, vous voyez donc c'est un dossier équivalent, ça devient relativement stéréotypé en fin de compte maintenant. Les images reviennent régulièrement assez similaires. C'est des varices qui ont été opérées, on a des clips ici, on a une récidive avec préopacification des varices par ce réseau veineux périnéal. On voit l'importance des communications vers les varices sous-jacentes de face interne des manches derrière. On voit qu'après embolisation des veines ovariennes, eh bien, on arrive dans ce réseau-là, soit par la veine obturatrice, soit par la veine pudendale. En l'occurrence, c'est par la veine obturatrice si on arrive à traiter les deux côtés avec une seule injection. Là, on voit le contraste et puis là, on voit en blanc le matériel d'embolisation. Alors, ça, c'est encore un autre exemple avec des varices qui sont impressionnantes ici, latéro-vaginales, latéro-utérines. Et vous voyez ici, donc, le cathéter qui cette fois-ci emprunté la veine pudendale. On ne pouvait pas aller de droite à gauche, mais c'est pas grave, on va rentrer dans l'obturatrice, et puis par l'obturatrice on croise, et puis on croise la ligne médiale, et puis on arrive à toucher le réseau véno-pudendal ou latéral. Ici, on fait que ce côté-là, il est évident que dans la mesure où on a des communications qui sont largement ouvertes, eh bien, dès qu'on aura fini à côté, l'autre côté va reprendre en charge. Donc il est important de faire les deux, si jamais les deux sont communiqués. La communication nous explique les échecs partiels et nos récidives. Voilà, d'autres exemples que vous voyez bien, donc par la veine du ligament rond, des communications complexes, mais en fin de compte, le carrefour constant, c'est ce carrefour rétrosymphysaire, obturateur, veine obturateur et veine pudendale. Une fois qu'on a fermé la barrière antérieure, rétrosymphysaire, on continue à pousser le produit de contraste, et puis là, on va petit à petit mouler les veines barqueuses, périvédicales, et puis éventuellement, on peut même refluer jusqu'aux veines hémorroïdaires. Donc ça, c'est une très jolie image, on voit très bien cette communication aussi. Donc c'est un peu agrandi, mais vous voyez tout ça. C'est ça qu'on doit chercher à obtenir, évidemment, en se référant le bilan échographique et la symptomatologie. Donc cette notion de carrefour est assez intéressante parce qu'elle permet avec un seul cathétérisme de tout traiter, enfin, à part les veines ovariennes évidemment, mais quand on rentre quand on descend au périnéal, on arrive à tout traiter avec un seul cathétérisme, très souvent, voire deux, quand on n'a pas l'anatomie coronale. Ça réduit le temps d'embolisation, ça réduit l'irritation, et puis surtout, ça réduit la récidive. C'est l'impression qu'on en a, je pense que c'est l'impression que vous partagez aussi, parce que c'est une série de patients qui est relativement récente, avec cette clinique qu'on a fait avec ces patients, en plus d'une quarantaine de patients, et par rapport aux autres patients qu'on abordait avec une embolisation avec de col, on a l'impression que de ne plus avoir à les rebilancer, à les recontrôler et à les réemboliser. C'est ce que je vous disais. Alors, ça c'est un mot pour la pathologie obstructive, on va aller vite parce que c'est quelque chose qui est relativement classique et qui est relativement stéréotypé. Quand
lorsqu'on a quelque chose, une pathologie variceuse par du fait d'une sténose, qu'il s'agisse de la veine rénale ou de la veine iliaque, là on rentre dans un schéma thérapeutique relativement simple, il faut essayer de la recanaliser. Donc, pour le coquette, vous avez un exemple avec un stent ici qui a permis de récupérer l'axe et d'affaisser complètement ses varices, mais à la différence de la pathologie de rupture, quand on est dans une pathologie de rupture de dilatation variceuse péripérinéale par obstacle, mais évidemment, il faut à une bonne qualité d'efficacité dans le temps. Il faut respecter ces varicosités périnéales résiduelles parce qu'on ne sait jamais, le sein peut se reboucher. Et si on a supprimé toutes les voies de dérivation possibles, on peut rentrer dans une situation clinique difficile à maîtriser. Le extracteur, c'est un point de assez intéressant en revanche. On va lui passer 2 minutes de plus. Parce que c'est une pince veineuse comme on l'a vu, à orthomise empirique, et la veine rénale souvent la seule voie de drainage du rein, il faut quelquefois la respecter. Alors quelquefois on est dans une situation où on a le problème du syndrome de congestion à traiter et le problème de cette veine rénale gauche. Le traitement du syndrome de congestion pelvienne, si c'est la voie de drainage du rein gauche, peut déstabiliser le parenchyme rénal gauche et provoquer une hématurie, provoquer une protéinurie. Donc il faut faire un bilan exhaustif qui nous permet de voir si on est autorisé ou pas à fumer cette veine ovarienne, et si on n'est pas autorisé, à ce moment-là, il faut éventuellement corriger ce phénomène en mettant un sein, là aussi on est dans le noir, en mettant un sein dans la veine rénale gauche, on a des seins qui maintenant de calibre suffisamment large pour pouvoir bien évader cette veine rénale gauche et sans nous exposer à risque de migration secondaire pulmonaire. Et ça, c'est une possibilité, mais une autre possibilité aussi qui est assez intéressante, c'est que quand on a un obstraculaire syndrome qui n'est pas forcément communiquant avec des varices pelvipérinéales, on peut, là sont certains exemples. Donc vous avez ici une pince qui est assez serrée, une dilatation des veines ovariennes droite et gauche, un reflux pelvipérinéal qui est massif avec un reflux au niveau des varices devant inférieures. Pas de syndrome de congestion pelvienne, simplement un problème de varices devant inférieures. Eh bien, on peut prendre et que vous voyez ici sur cette phlebographie en bas salvant, on voit que les veines utéro-ovariennes circulent de façon incontinente, mais elles ne communiquent pas avec les veines pelvipérinéales. En revanche, on a des veines pudendales qui, elles, sont incompétentes en bas salva et qui sont responsables du reflux. Et dans la mesure où on a la possibilité de faire des embolisations électives, il suffit de rentrer dans ces veines pudendales, de les emboliser, tout en respectant la veine ovarienne gauche. C'est ce qu'on a fait pour cette patiente, qui va être traitée quotidiennement de ses varices. Et puis si jamais le syndrome de congestion pelvienne apparaît, à ce moment-là, on sera obligé d'amener à faire un traitement de veine rénale. Donc ça, c'est le résultat final avec les veines pudendales qui sont incontinentes de façon massive, puisqu'on opacifie ce réseau rétrosymphysaire, pudendal interne et obturateur. Et voici, après la mise en place d'un cathéter, donc dans ce cercle-là, anastomotique, les deux veines pudendales après embolisation qui sont devenues compétentes. Et donc là aussi, pareil, ça a été fait avec un seul cathétérisme qui permet, en franchissant la corbeille, de mouler les cartes périnéales. Voilà, donc on a vu que la clinique était variée, que l'anatomie était complexe, mais que globalement, en utilisant la dissociation entre un reflux par avalvulation et un reflux par ouverture de chaîne anatomique, en dissociant les problèmes de reflux, en traitant de façon spécifique le carrefour pudendal comme un carrefour communicatif qui est essayé d'exclure de façon la plus complète possible en fonction des voies de reflux qu'a authentifié l'examen clinique. On a l'impression d'avoir des résultats qui sont sensiblement bien supérieurs à ce qu'on faisait avant avec des embolisations tronculaires. Quand on avait la chance de trouver une veine, on emboliait de façon tronculaire, on se dit ça va être super. Ben non, ce n'était pas forcément le cas. Mais là, grâce à ces outils-là, on a l'impression qu'on va pouvoir limiter le risque de récidive et améliorer la prise en charge secondaire, qui reste évidemment voilà ce que je voulais vous montrer sur les varices pelviennes. Et maintenant, si vous avez encore le courage, on peut aborder quelques questions, sinon ça sera peut-être l'heure de rentrer tranquillement à la maison. Des questions ?